La vidéo que vous vous apprêtez à regarder contient des thèmes assez lourds, comme par exemple le fait de se blesser soi-même, l'autodestruction, la dépression, l'alcoolisme, la santé mentale et tout ce que ça englobe. Normalement, vous ne verrez absolument aucune image choquante dans cette vidéo, mais je préférais vous avertir au cas où ce soit un sujet sensible pour vous. Rappelez-vous que si vous êtes en situation de détresse, vous aurez toujours des ressources et des gens sur qui compter pour vous aider. Sur ce, place à la vidéo. Ok, panique pas. Mais on a un très gros problème. Sérieux, si tu me dis qu'on a encore diffusé un dessin animé où un personnage atteint le point culminant de son arc narratif quand il voit des totons? Non, t'inquiète pas. Bon, enfin, oui, mais c'est pour ça qu'on a des avocats. Non, si je me fie à mes chiffres pour notre audience sur Adult Swim, les adultes regardent pas tant de dessins animés. Alors, si je peux me permettre, c'est pas vrai. Moi, j'adore les dessins animés japonais avec des poulpes et des tentacules. Oh, que non! Toi, tu retournes dans ta chambre. Ouais, non, ok, j'aurais fait pareil. Bonne soirée! Bref, oui, on a une certaine audience, mais faut vraiment qu'on trouve un moyen d'amener un public plus vieux. Ok, mais je comprends pas d'où ça vient. Les adultes regardent des dessins animés, je veux dire, les animés japonais sont plus populaires que jamais. On a South Park, les Simpsons, Family Guy qui cartonnent depuis des années. Oui, ça, je le sais et tu le sais, mais de un, l'audience lambda comprend pas que des adultes s'intéressent encore à des dessins animés, même si c'est honnêtement très dérisoire. Et puis, de manière générale, tout ce que tu viens de citer, ça me rapporte zéro cash. Donc honnêtement, je m'en fous un peu. Ah, ok, donc on cherche pour notre équivalence. On va devoir démocratiser un public de niche. Exactement, moi je te propose une bonne shot de nostalgie envers le public. Ok, parfait, on va faire une parodie de quelque chose qui marchait dans les années 80, mais on va pleinement l'embrasser pour pas qu'on réalise que c'est une blague à la base. Retour vers le futur? Retour vers le futur. Ensuite, j'ai vu qu'avec la démocratisation d'Internet, les analyses de personnages, les reviews d'épisodes et surtout la chasse aux Easter eggs, ça rapporte un max de visibilité. Parfait, je vais m'assurer que la série, elle est inutilement compliquée et normaliser le fait de regarder un dessin animé image par image seulement pour être capable d'avoir des messages subliminaux et de les surinterpréter pour faire des théories qui ont aucun sens. Ouais, on pourrait aussi normaliser l'humour méta, comme par exemple le fait d'avoir un personnage dans un sketch sur YouTube fait par un YouTuber québécois qui s'y connaît à peu près, qui va expliquer de manière non ironique le concept de la série, alors que c'est absolument pas comme ça qu'elle a été créée. On est obligé de le prendre québécois. Mais enfin, as-tu goûté à la poutine ou au hot chicken? Meilleur pays au monde. Alors techniquement, le Québec est pas un pays. Finis cette phrase. Et je te jure, tu finis avec une fleur de lys entre les omoplates. Vas-y, je te regarde. Ok, donc écoute, ça tombe bien parce que ce matin, j'ai Justin Roiland qui m'a envoyé le script pour le premier épisode d'une série qui parodie Retour vers le futur. Ça s'appelle Rick et Morty. Ok, génial, parfait. Et il l'a coécrit avec Dan Harmon, tu sais, le créateur de Community. Oh oui, c'est bien Community. La saison 3 était géniale et ça va toujours le rester. Vivement la saison 4. Ok, parfait. Écoute, je pense qu'on peut lancer la production, hein. C'est une parodie de Retour vers le futur, un film qui a énormément marché, fait par deux scénaristes de talent. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ouais, ça a l'air bon la sauce Szechuan. Ouais, c'est vrai. T'as envie d'aller gâcher l'après-midi d'absolument tout le monde qui travaille dans un restaurant McDonald's en criant qu'on est Pickle Rick parce qu'on veut de la sauce discontinuée? Tu lis dans mes pensées. Cette vidéo vous est présentée par mes Patreons de niveau supporter et plus haut. Ils ne sont que deux pour le moment. Les Histoires et Warigi01, Warigi01. Si vous voulez avoir accès à certaines récompenses et avoir vous aussi votre pseudo crédité dans les vidéos, je vous redirige vers la description. Sur ce, bon épisode à tous. Salutationalisation et bienvenue à ce 59e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Les concepts de communauté et de fandom sont, qu'on le veuille ou non, aussi importantes pour une œuvre que l'œuvre en elle-même. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce sont ces gens qui apprécient votre œuvre qui font vivre le produit. Et si vous, derrière votre écran, vous voulez aider à faire vivre la chaîne, je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche, ainsi qu'à laisser un like et un commentaire toujours avec le hashtag Analyse du Mal pour nous dire de quel autre méchant on devrait traiter. Vous trouverez aussi dans la description un lien vers mon Instagram qui est une bonne façon d'interagir avec moi, ainsi qu'un lien vers ma boutique Artpal si vous voulez soutenir financièrement la chaîne. Et puisqu'on en parle, je l'ai finalement fait, j'ai ouvert un Discord pour la communauté. Je l'ai ouvert il y a quelques jours, on est déjà une bonne cinquantaine, mais je me suis dit qu'en parlant en vidéo, peut-être que ça ramènerait plus de monde. J'ai aussi ouvert un Patreon où est-ce que vous pouvez me supporter mensuellement en échange de certaines contreparties, comme par exemple un accès à mes salons Discord privés. Et il y a aussi des commissions uniques, comme des fanarts ou le fait de choisir le thème de votre choix pour une des prochaines vidéos.
Mais dites-le pas, c'est un secret. Bref, j'ai fini de faire mon internet clodo et de quêter de l'argent parce que j'ai envie de manger pour survivre. Alors, le fandom. On disait donc que ça fait vivre une œuvre. Et forcément, ce fandom, il va venir intégrer l'image qu'on a de cette œuvre. C'est pour ça que quand on a une communauté qui est malsaine et toxique, c'est difficile de faire valoir le produit duquel on parle. Et oui, au cas où vous vous demandez, c'est pour ça que je parle très rarement d'animation japonaise. Sinon, toi, c'est quoi ta série préférée? Moi, j'aime beaucoup Game of Thrones. Goku explose Jon Snow en 1v1. Ouais, probablement, j'imagine. Mais j'ai jamais Arrête d'argumenter. Goku, il prend Jon Snow et il l'écrase comme si c'était du jello. D'accord, mais je vois pas ce que ça a à voir avec la qualité de l'œuvre en tant que telle. Ah, je vois, on sort les sophismes et la mauvaise foi. Alors pourquoi est-ce que Jon Snow, s'il est si puissant, il va pas transcender le multivers et aller corps à corps Naruto et Luffy? Mais je m'en fous de qui gagne, j'aime juste Game of Thrones. Et tu sais quoi? Goku explose Daenerys. Est-ce que t'as un autre sujet de conversation que tel personnage éclate tel personnage? Pas vraiment, non. Sur ça, j'ai vu que tu regardais Naruto. Tu savais que si tu tapes pas absolument tous les fillers, même les plus horribles, t'es pas un vrai fan, tu dénatures l'œuvre et t'es une honte et tes parents auraient dû t'abandonner quand t'étais petit. Mais est-ce que tu t'entends à la fin? T'arrives chez moi, tu me dis que tel personnage explose des personnages que j'aime alors que j'ai rien demandé. Je te dis que t'as probablement raison, tu continues d'argumenter de façon hyper agressive et tu me dis que si je me suis pas tapé des centaines d'épisodes qui sont reconnus presque unanimement comme horribles, je suis pas un vrai fan? Goku démolit aussi Tyrion Lannister au corps à corps. Oh, tu me tapes sur les nerfs. D'ailleurs, comment t'es rentré ici? J'ai pété la fenêtre. C'était ma fenêtre préférée. Ah ouais, vous vous dites que je suis un petit peu fort sur les fans d'animé? C'est des interactions que j'ai déjà eues. À part peut-être le coup de la fenêtre. C'est un fan de DC Comics. Donc le fandom peut donner mauvaise réputation à une œuvre et c'est difficile de ne pas parler de certains produits. On a par exemple Star Wars, tout en haut de la toxicité des fans, mais vraiment pas loin derrière, on a les Game of Thrones et surtout les Rick et Morty. De base, une petite série de niche parodiant Retour vers le futur, c'est difficile de faire apprécier à quelqu'un qui a rejoint cette communauté tard dans la vie de l'œuvre, à savoir disons dans les 3 ou 4 dernières années, à quel point elle a grandi de façon exponentielle. Parce que les fans de Rick et Morty qui ont commencé à suivre la série quand elle est sortie ou après avoir, je sais pas moi, 1 ou 2 saisons de retard, autour des saisons 2-3, on est passé de personne comprend qu'on aime cette série à il y a beaucoup trop de monde qui aime cette série. Et je dis pas ça en mode hipster blablabla, ça devient mainstream, non. Mais le fait étant que le fandom de Rick et Morty, quand on en parle, c'est soit parce qu'il est extrêmement cringe, soit parce qu'ils font des scènes dans des fast-food. Tout ça pour de la sauce. Bref, autant la série est extrêmement bien écrite et animée, bourrée de véritables réflexions philosophiques et de second degré, autant la communauté est plus que souvent du mauvais côté de la force. Et je pense que ça vient d'un seul élément, le lien que la communauté entretient avec notre protagoniste, Rick Sanchez. Personnage idolâtré par les fans, mis sur un piédestal constamment, qu'on bourre d'empathie, mais à un point où ça en devient regrettable. Et peut-être même dangereux. Tout ça et bien plus encore aujourd'hui. Sur ce, je vous rappelle de vous abonner, d'activer la cloche ainsi que laisser un like et un commentaire, de nous rejoindre sur Instagram, Discord et Patreon, le tout étant dans la description. Rappelez-vous qu'on va aussi spoiler au minimum les 7 saisons de Rick et Morty. Je sais pas si la saison 8 est sortie au moment où la vidéo sort. Après donc avoir fait ma petite prévention et avoir encore quémandé des vues, sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Rick. Rick évolue dans une série au format principalement épisodique, dans le sens où est-ce qu'on peut l'apprendre plus ou moins n'importe où et ne pas être trop perdu parce qu'on a seulement 22 minutes de scénario. Mais le fait étant qu'il y a quand même un arc qui se dessine en background. On va donc aller un peu plus vite qu'à notre habitude pour la partie biographie. Nous suivons bien sûr le personnage de Rick Sanchez, mais des Rick, il y en a partout à travers le multivers. Notre personnage par défaut, c'est donc le Rick de la dimension C137. Rick a toujours été un génie. Déjà, à 12 ans, il était capable de recabler et de réparer une vieille télé. Il va donc grandir, développer son intelligence, se passionner par la science, jusqu'au jour où il rencontrera une femme du nom de Diane, avec qui il aura un enfant qu'ils nommeront Beth. C'est en poursuivant ses rêves de science que Rick finira par découvrir comment ouvrir un portail vers un autre univers. Si pas encore au point, ça reste très impressionnant et ça suffit à établir Rick comme la personne la plus intelligente de son univers.
ouvrant les portes d'un multivers qui est explicitement décrit comme quelque chose d'infini, là où toutes les possibilités existent sur un certain plan de l'existence. Rick et Morty a cette façon gigantesque de dépeindre le multivers, dans le sens où si t'as besoin de quelque chose pour X ou Y raison, ouvre une porte multiverselle. Ça se trouve quelque part, fais-moi confiance. Dans les minutes qui suivent sa découverte, Rick sera visité par lui-même. Quand êtes-vous passé au voyage interdimensionnel? J'y suis pas passé, mais moi oui. Tiens, regardez qui voilà, nous-mêmes en personne. Le Rick d'une dimension alternative révélera faire partie de la coalition des Rick, là où ces personnages toujours les plus brillants de leurs dimensions respectives se sont alliés pour créer la Citadelle. Mais notre Rick, il est vachement plus humble que les autres, ou du moins celui qui s'est présenté à lui. Parce que voyez-vous, les Rick ont un espèce de petit rituel. Quand un Rick à travers le multivers découvre le voyage interdimensionnel, ils envoient un agent pour le recruter. Et si cet agent est rencontré par un refus, le Rick est exécuté. Mais pour C-137, ce fut différent. Vraisemblablement, comme tous les autres Rick divergents, il y aura une bombe qui tombera dans son garage, là où notre personnage était dans sa voiture, et l'explosion tuera sa fille et sa femme. Ça va faire sombrer Rick dans une énorme dépression, où une fois le choc et la tombée dans l'alcoolisme passé, il sombrera dans la colère et se mettra à chasser l'homme lui ayant pris sa famille. Pendant 20 ans, il va arpenter le multivers à sa recherche, devenant tantôt un justicier, tantôt un contrebandier, avec tout ce qu'il y a autour et entre. Et même si c'est très impliqué qu'il est allé visiter certains doubles de sa famille à la naissance de Morty sur ces 2 décennies, il n'arrêtera jamais de chasser Rick Prime, celui qui lui a pris sa famille. Le tout jusqu'à ce que Rick se résigne. Après avoir tué des milliers de ses semblables, il est incapable de retrouver Rick Prime. Il décidera donc de rebâtir sa vie suivant une constante. Tous les Rick abandonnent Beth quand elle est adolescente et ils reviennent après 20 ans d'absence. Rick va donc trouver une dimension où le Rick de cet univers n'est pas revenu et usurper son identité. C'est donc dans une de ses familles qu'il va se rendre, mais il ne l'aura pas choisi au hasard. Il se trouve que c'est Rick Prime en personne qui a abandonné cette famille. C'est le Rick qui recrute les autres, celui qui a tué Beth et Diane. Et ce Rick est un des Rick les plus démoniaques qui existent. Quand tu vois la moyenne des Rick pour être sur le top du tiers du mal, faut le faire. Mais aussi, il va profiter de la vraie raison pourquoi les Rick reviennent dans leur famille, c'est-à-dire Morty. Morty est le petit-fils de Rick, et là où Rick est l'être le plus brillant de la galaxie, Morty est dans le bas tiers. Si tu veux exister dans ce monde, tu dois travailler 2 fois plus. Ouah, eh ben dis donc, c'est dur de se prendre ça dans la tronche. En fait, les Morty sont tellement cons que leur signature cérébrale est directement complémentaire à celle d'Eric, les rendant impossibles à tracer précisément. Très pratique quand un passé de criminel. Ça crée un lien fort mais aussi toxique entre Rick et Morty. Tous les Rick exploitent leur petit-fils. Tous, sauf C-137. C'est la différence entre C-137 et les autres Rick. Celui-ci a vraiment un amour profond et sincère pour sa famille. Et il sait que c'est à la fois une force et une faiblesse. Et pour donc ne pas se faire repérer par la citadelle d'Eric et qu'il découvre le poteau rose, Rick va devoir jouer le jeu et être juste une enflure avec sa famille. Tout particulièrement avec Jerry. Ah, les mariages, c'est des enterrements avec un gâteau. Si j'ai envie de voir quelqu'un gâcher sa vie, j'ai qu'à passer une journée avec Jerry. Bien reçu. Et forcément, ça va venir l'affecter au point où, mélangé à la perte de sa propre famille, Rick devient simplement incapable d'exprimer son affection. C'est dans un élan d'héroïsme pour protéger sa famille que Rick va se livrer à la Fédération Galactique et être envoyé en prison, avant de s'échapper et de faire tomber à la fois la Fédération et la Citadelle d'Eric. Le tout en ayant affronté de nombreux ennemis, notamment Evil Morty qu'on nomme aussi Eye-Patched Morty, un Morty ayant réussi à se retourner contre son Rick et à infiltrer leur rang, devenant le premier Morty important de l'histoire. Et là, Rick, il va réussir à reprendre un petit peu sa petite vie jusqu'à ce que ce Morty en particulier vienne faire des siennes. Au fur et à mesure que la série va avancer, Morty se révèle de plus en plus indépendant jusqu'à son éventuelle séparation de Rick. Là où Evil Morty le forcera à révéler la vérité. Il se trouve que la citadelle d'Eric a en effet séparé le multivers en deux. Une infinité d'univers où Rick est l'être le plus brillant de la galaxie et une infinité d'univers où il ne l'est pas. C'est dans ce
chaos que Morty va mettre son pied à terre et exiger des réponses de la part de Rick, là où son histoire nous sera révélée. Evil Morty sera envoyé dans l'autre côté du multivers et la relation entre Rick et Morty est à jamais changée, là où Rick ne va plus cacher son but ultime de retrouver son Némésis. Chose qu'il va faire éventuellement. Et autant je sais que la saison 7 ne fait pas l'unanimité, mais force est de constater que le showdown entre C-137 et Rick Prime était non seulement incroyablement satisfaisant, mais un point culminant en termes de storytelling. Là où il va le battre brutalement à main nue, sans gadget, sans technologie, et où il en ressortira confus. On comprend ici que quelque chose a changé. Ça ne s'est pas amélioré, ça n'a pas empiré, c'est juste plus pareil. Comment tu te sens? Apaisé? Non? Exactement pareil? Ouais, c'est toujours comme ça. J'espère au moins que t'es content de ton choix. Pars-toi! Moi, je fais partie de ceux qui pensent que à la fin de la saison 7, Rick a bien amorcé un arc de guérison, là où il va pouvoir réapprendre à être une personne, entre gros guillemets, saine. S'il y a encore beaucoup de chemin à faire, juste le fait qu'à la fin de la saison, il soit capable de s'avouer à lui-même être fier de son petit-fils, c'est un pas de géant quand on sait d'à quel point il part loin. On parle donc de trauma, on parle de guérison, on parle d'amour, de dépression, de santé mentale. Et vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce qu'on en parle dans une analyse du mal en particulier? Bien écrire son anti-héros. Nous sommes en 1942 et Albert Camus publie L'Étranger, produit final d'une esquisse ayant pris forme 4 ans plus tôt. L'Étranger dépeint l'absurdité du réel et de l'existence, où l'on suit la descente aux enfers d'un personnage qui deviendra un pilier de la littérature francophone en général. Oui, sachez-le, nos amis d'outre-mer, la France, la Belgique, la Suisse et j'en passe, nous aussi au Québec, quand on a 15 ans, on nous fait lire L'Étranger d'Albert Camus et nous, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le premier anti-héros de l'histoire de la littérature. Mais bon, vous êtes des gens de culture, vous avez vu ma vidéo sur Reddit et vous savez que c'est des grosses conneries. Le concept d'avoir un anti-héros conçu en fiction, on peut le retracer jusqu'au 19e siècle. Et même là, encore une fois, c'est un gros raccourci parce que les mœurs évoluent avec le temps. Par exemple, tu retournes en Grèce antique et les personnages comme Thésée ou Héraclès, c'était vu comme des héros, pas des anti-héros, pas des méchants, des héros. Alors qu'aujourd'hui, avec les mœurs qui ont évolué, c'est juste une bande de sociopathes. C'est donc un terme extrêmement librement utilisé, mais un anti-héros dans ce contexte, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'avoir un protagoniste ou juste de manière générale, un personnage dans le camp des guillemets gentils, qui ne présente pas les qualités d'un héros normal. Le anti-héros peut se permettre d'être plus violent, d'avoir des méthodes plus extrêmes, de faire des choix et de poser des actions avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, voire d'être pleinement un méchant, mais comme l'histoire est racontée à travers ses yeux, c'est possible de voir les zones grises. Même si ça, c'est une des interprétations, on pourrait aussi dire qu'un personnage dépressif, alcoolique, pathétique et qui n'a absolument rien pour lui, c'est un anti-héros. Surtout dans le cas où c'est un personnage autodestructeur et désagréable. Bref, un anti-héros, c'est un personnage auquel on ne peut ni totalement s'identifier, ni totalement ne pas s'identifier. Alors là, reprenons les bases. S'identifier à un méchant, c'est 100% possible. Mais ça soulève des petites questions. Je maintiens le point que si vous vous identifiez à un antagoniste, ça devrait, de 1, vous faire réfléchir, et de 2, vous déranger à un certain point. Par exemple, si vous vous sentez empathique envers Arthur Fleck ou que vous vous identifiez à lui, selon moi, les sentiments et surtout les questions que ça vient soulever, ça va tourner autour d'un besoin d'aide, de remise en question, voire d'une prise de conscience envers un système corrompu qui ne peut aider quelqu'un en situation de détresse mentale critique. Et on pourrait argumenter que comme Arthur Fleck est le protagoniste de son film, ici on a fait le choix de faire que le Joker soit un héros. On pourrait argumenter dans ce sens. Mais la réalité est que si un anti-héros est un personnage qui ne représente pas les valeurs d'un héros classique, il ne représente pas non plus les valeurs d'un vilain classique. Ici, Joker, ça marche pas du tout parce que c'est avant tout l'histoire d'un méchant. C'est l'histoire de la colère, c'est l'histoire du chaos, c'est l'histoire de l'absurdité, de la remise en question des codes sociaux. Bref, raconter une histoire à travers les yeux d'un méchant ne suffit pas à en faire un anti-héros. Et pour boucler la boucle, là où ça vient poser un autre problème, c'est le fait que selon cette logique, Albert Camus, son Étranger, c'est pas un anti-héros. On suit littéralement sa descente aux enfers vers le mal absolu.
Et là, j'ai absolument tous les profs de français que j'ai jamais eu qui cognent ardemment à ma porte pour me dire à quel point je suis une déception. À ça, je réponds, appelez mon père, vous allez voir, il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais aussi et surtout, je réponds, c'est une zone grise qui part du fait que c'est une œuvre assez vieille et que les mœurs évoluent avec le temps, le tout avec ce qu'il est possible de montrer à un public averti et surtout que la sensibilité du public aussi a évolué. C'est une zone grise. Habituez-vous, on parle de morale. Mais si les zones grises s'agrandissent, les extrêmes se voient encore. Vous me direz pas qu'il n'y a pas de différence, disons, entre Rick Sanchez et Superman. Là où ça se rejoint, c'est dans la notion du bien et surtout de pourquoi on veut faire le bien. Juste le concept de faire le bien, c'est hyper compliqué parce que si tu aides une personne ou un groupe de personnes, c'est pas exclu que ça vienne rendre la vie impossible à quelqu'un d'autre et que, de son point de vue, tu es en train de faire le mal. C'est facile de voir Sauron comme la machine à tuer indestructible du Mordor venu pour éliminer les forces de la lumière qui lui résistent, jusqu'à ce que tu réalises que c'est le big boss des terres désolées où les orques semblent vivre dans la persécution avec des conditions de vie exécrables qui quitte son trône pour venir prêter main forte à son équipe qui était en train de se faire démonter par une armée plus puissante. Oui, le paradigme moral est tellement complexe qu'on peut justifier les actions sur papier de quelqu'un qui se fait appeler le Seigneur des Ténèbres. Mais alors comment est-ce qu'on peut séparer tout ça, le héros du anti-héros du vilain, avec les potentiels anti-vilains, mais ça c'est un sujet pour une autre vidéo. C'est du cas par cas. Eric, il a le cas par cas. Déjà, faire le bien, je me répète, c'est très subjectif. C'est pour ça qu'on voit souvent de bons personnages se remettre en question, comme Superman qui a du scrupule à éliminer le général Zod, même si lui a déjà tué des milliers de personnes et ne compte clairement pas s'arrêter. Et je crois qu'on va pouvoir commencer ici. Le anti-héros, c'est quelqu'un qui, à la façon de Superman, comprend ce qu'est le bien, comprend ce qu'est le mal, ou du moins en a une interprétation qui est acceptable, mais qui ne l'épouse pas complètement pour une raison XY. Dans le cas de Rick, c'est très explicite, il fait le bien, il fait même très souvent le bien, mais il y a aussi très souvent un contexte. Par exemple, dans le premier épisode de la saison 2, Rick sacrifie sa vie pour sauver Morty. On voit que dans les autres possibilités, le simple fait que Morty puisse le mettre en danger révèle ses côtés les plus colériques et égoïstes. Et surtout, demandez-vous, pourquoi ce Rick aide Morty alors qu'on a établi de multiples fois que c'est une relation totalement parasitaire? Rick le dit lui-même, il est incapable d'exprimer et de démontrer de l'amour et de l'affection pour sa famille. La vérité, c'est que comme il était à l'article de la mort et que c'était soit lui, soit Morty, il a pris la décision de sauver son petit-fils par amour. Là où quand les deux survivent, Rick lui-même va tenter de nier les faits. Je sens qu'un des 64 Rick s'est genre sacrifié pour moi, je crois. Enfin, c'est possible. Ferme-la, Morty. La dernière fois que t'as senti un truc, on a failli crever. On peut théoriser que si sa vie n'avait pas été en danger, jamais Rick n'aurait fait passer Morty avant lui dans cette situation spécifique. Du moins, c'est l'idée qu'on a quand on regarde les autres Rick du multivers. Pourquoi? Parce que les Rick, c'est presque tous des manipulateurs opportunistes qui ne démontrent de l'affection à leur famille que quand ça va leur rapporter quelque chose. Là où se dessine l'opposé, Rick C-137, le Rick qui a survécu à la bombe et pour autant qu'on le sache, le seul Rick qui sait ce que ça fait de perdre une famille, non pas en l'abandonnant, mais en survivant à une attaque potentielle. Ça englobe Rick dans cette aura du anti-héros très particulière, dans le sens où la plupart des anti-héros comme Red Hood ou Sterling Archer oscillent la ligne entre le bien et le mal de façon ambiguë. Rick, lui, il est aux deux extrêmes. Il est capable de faire le meilleur comme le pire. Et quand on prend le mal absolu et le bien absolu et qu'on en fait la moyenne, ça donne une personne à la moralité incroyablement médiocre. Attendez un peu, peut-être qu'il nous tend ça pour se rendre. C'est un anti-héros! Courez! Est-ce que c'est comme ça qu'on calcule la valeur morale d'une personne? Non, clairement pas. Si Mère Teresa avait commencé son adolescence en tuant des bébés de façon régulière et qu'elle avait quand même fait tout ce qu'elle a fait après, ça aurait été une tueuse de bébés. Une tueuse de bébés qui a aussi fait beaucoup de bien, mais je pense ne choquer personne en disant que tuer des bébés, c'est pas bien. Exemple un petit peu extrême, je vous l'accorde. C'est pour ça qu'on a tendance à faire que les personnages puissent payer pour leurs crimes. Le personnage et les détenus, en fait, c'est même le concept. Une erreur, ça se répare et ça se répare avec des conséquences. Et ce genre de réparation d'erreur, ça fait réfléchir notre entourage. Ça fait réfléchir le spectateur et ça fait réfléchir le personnage ou la personne elle-même. Et pour ça, il suffit de regarder le premier épisode de la saison 3. Si on accepte que Rick C-137 est le Rick le plus moralement bon du multivers derrière Doofus Rick, qui évidemment est bien meilleur, mais lui c'est surtout un imbécile heureux, annihiler la citadelle des Rick, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il a démantelé une organisation dirigée par les gens les plus malveillants et intelligents du multivers.
c'est relativement positif quand tu y penses. Mais même ça a des conséquences. Genre les Morty sur la Citadelle, c'est des ados de 14 ans qui ont rien demandé, qui vivent comme des réfugiés dans des quartiers pourris, loin de leur famille et de leurs amis, condamnés à être associés à d'autres Rick en boucle pour être utilisés. On a même Evil Morty, représentation parfaite du concept et des conséquences des actions de Rick. Un Morty qui en a eu marre de son bullshit. Et en même temps, autant d'un certain point de vue, démanteler le conseil d'Eric et la Citadelle, c'était justifiable, autant la Fédération Galactique, va falloir me l'expliquer. La Fédération Galactique, c'était un gouvernement au niveau universel que Rick a démantelé. Rick les a fait cracher économiquement et c'est comme ça qu'ils sont tombés. Oui, selon ce qu'on voit dans la série, ils sont relativement pourris, mais ce serait dur d'admettre qu'à la seconde où ils sont arrivés sur Terre, la qualité de vie n'a pas monté drastiquement. Et en les éliminant, Rick, il a quand même fait un énorme crash économique, probablement le plus important de l'histoire du multivers, et surtout, forcément, ça va avoir des répercussions sur la société. Et je vous entends déjà, oui, mais ils l'ont cherché, ils ont foutu Rick en prison, blablabla. Oui, Rick devait aller en prison, c'est ce qui se passe quand tu fais de la contrebande et du crime pendant 20 ans. Tout ça va venir avoir des conséquences énormes sur l'univers de Rick. Des conséquences que Rick lui-même, il s'en fout en fait. C'est là que la notion d'anti-héros de Rick entre en jeu. Il sait qu'il fait le mal, mais tant que ça ne l'affecte pas personnellement, ça n'a aucune importance. Un lac de morale et surtout un lac de remords, c'est parmi ses caractéristiques les plus importantes. Et si oui, il s'améliore, justement, c'est le point de la série. Rick, c'est une personne qui a connu le mal, qui tombe vers l'enfer et qui commence à remonter dans l'échelle morale de façon graduelle. Versus tous les autres Rick qui représentent à quel point il pourrait devenir mauvais. On est dans un arc de guérison depuis les 2-3 dernières saisons, là où Rick, la première chose qu'il doit apprendre, c'est à arrêter l'autodestruction. L'autodestruction qui met de la pression sur sa famille, qui la blesse, famille qui doit accepter de mettre ses limites et ne plus le laisser s'en tirer avec tout ce qu'il fait. Et une fois que cet arc de guérison sera complété, ce sera là qu'on pourra vraiment commencer à parler d'un arc de rédemption qui ne va pouvoir commencer qu'une fois la guérison terminée. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour dire que Rick est un héros. Et encore là, c'est complexe parce que personnellement, je pense que Rick portera toujours ce lourd passé. Il peut se faire pardonner, mais il ne pourra pas effacer ce qu'il a fait, restant pour toujours un personnage à la moralité grise, restant pour toujours un anti-héros. Ça, bien sûr, c'est si on réfute une des parties les plus importantes de la série, qui, à mon sens, est extrêmement mal compris. Rien n'a d'importance. Justin Roiland, un des créateurs de Rick et Morty, avait une ambition, en faire une série épisodique, c'est-à-dire que tu peux regarder n'importe quand, n'importe quel épisode et ne pas avoir l'impression de manquer quelque chose, un peu à la manière des Simpsons ou Family Guy. Le tout en établissant que du canon, il y en a pas. Et pour la majorité de la série, ça fonctionne. C'est une série qui parle du multivers et j'arrête pas de dire qu'on parle du Rick C-137, mais la réalité, c'est que à part dans les épisodes où est-ce que c'est clairement mentionné qu'on suit ce Rick et ce Morty, on pourrait suivre un duo différent ailleurs dans un autre univers et on s'en rendrait même pas compte. Ça embarque la série dans un discours particulier, à savoir rien n'a d'importance puisqu'il y a des possibilités infinies et des possibilités infinies, c'est une absence de conséquences. Et ironiquement, il y a un épisode qui représente parfaitement ce concept, mais qui, vu la façon dont la série a évolué, c'est juste devenu le contre-exemple parfait de pourquoi est-ce que quand Rick dit que rien n'a de conséquences, il a tort. À la fin du 6e épisode de la série, intitulé Rick Potion Number 9, une expérience va mal tourner et Rick aura transformé toute la Terre en monstre Cronenberg. Rick, incapable de réparer son erreur, embarque son petit-fils et trouve une dimension où est-ce qu'il a réussi à soigner tout le monde et où lui et Morty sont morts dans les heures qui suivent. Ils vont donc usurper la place de leur double, ce qui laisse Morty traumatisé, se demandant ce qu'on fait de la dimension qu'ils ont laissée derrière. Questionnement logique, et j'en ai déjà parlé, et Rick, qu'est-ce qu'il va répondre? Et la réalité dans laquelle Hitler guérit le cancer, Morty? La réponse est arrête d'y penser. On va pas changer non plus la réalité toutes les semaines. Au mieux, il en existe 3 ou 4 autres. Ta gueule.
C'est basiquement ça, c'est ta gueule. C'est le nouveau status quo. Du moins ça, c'est sur papier parce que cet épisode, comme il arrive très tôt dans la série, on peut dire qu'il introduit une notion de temporalité dans Rick et Morty. À partir de cet épisode, Rick et Morty C-137, ils sont plus dans leurs dimensions respectives. On peut vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après. L'usurpation de l'identité de Rick et Morty, en plus, c'est quelque chose qui va revenir dans la série souvent. Elle développe même beaucoup le personnage de Morty qui est en train de tomber dans les mêmes patterns que son grand-père. Pattern qui se rejoint énormément au monde du nihilisme. Et là, c'est là où tout le monde qui a vu mon excellente vidéo sur les multivers est en train d'applaudir ardemment. Abonne-toi, mets la cloche. Le nihilisme en surface est une philosophie qui est assez simple à comprendre, qui sépare les faits des valeurs et des désirs généraux, là où les causalités de l'existence sont très souvent remises en question. Bref, c'est une philosophie avec laquelle il est possible de dire rien n'a d'importance, rien n'a vraiment de conséquences, les faits sont comme ils sont. Et bien entendu, c'est énormément plus large, je le sais, mais le fait étant qu'on peut prendre cette surface d'explication et l'appliquer à comment Rick voit son multivers. J'en ai déjà parlé et je l'avais caractérisé comme un nihilisme multiversel. À quoi bon s'en faire avec les causes et les conséquences si à chaque fois qu'on a un problème, on peut simplement changer d'univers là où ce problème n'existe pas. Et l'absence de conséquences, selon cette logique, c'est aussi l'absence d'importance. Par exemple, si on prend la destruction de la Fédération Galactique, quand Rick démantèle ce gouvernement, c'est un gouvernement dans un univers et c'est montré explicitement qu'ils sont incapables de voyager d'un univers à un autre. Alors oui, sur papier, Rick, il a peut-être ruiné l'existence de centaines de trilliards de personnes à travers l'univers, mais le fait étant que si tu prends l'absolu du multivers, c'est une fraction d'une particule de poussière. Alors ouais, on peut dire dans l'absolu, on s'en fout, mais c'est assez erroné comme façon de penser. Et ça, la série le montre explicitement. D'un, rappelons-le, mais Rick, il a aussi détruit la Citadelle. Et la Citadelle, c'est pas comme la Fédération Galactique ou la famille de Rick. Il n'en existe qu'une seule à travers le multivers. C'est littéralement la coalition de tous les Rick de l'existence qui se rassemblent quelque part. On pourrait le dire, cette citadelle, c'est probablement la seule chose qui est irremplaçable. Mais aussi, si rien n'a d'importance, alors pourquoi est-ce que Rick, après plus de 20 ans, chasse encore Rick Prime pour se venger? C'est son arc narratif, c'est sa quête. La vérité, c'est que ce nihilisme multiversel pour Rick, c'est purement du déni. Forcé à penser que rien n'a d'importance pour ne pas affronter ses échecs, pour ne pas affronter son deuil, tentant de remplir le trou laissé par la mort de Beth et Diane avec des aventures et des familles de substitution. Mais ça ne marche pas, parce que Rick a beau convaincre tout le monde autour que dans l'infini du multivers, rien n'a d'importance, il ne peut se cacher la vérité à lui-même. Certaines choses sont importantes et les choses importantes, ça peut faire mal. Et là, on parle purement de Rick C-137 parce que c'est le sujet de la vidéo, mais dans les faits, c'est tout aussi vrai pour les autres Rick, juste de manière beaucoup plus hypocrite. Par exemple, Doofus Rick, il n'a jamais eu d'enfant, mais c'est le Rick qui est le plus capable de voir la valeur des petites choses de la vie, devenant le Rick le plus capable émotionnellement parlant. Vous savez, Jerry, j'ai pas envie de vous dire si ces pièces risquent de prendre de la valeur ou non, car en fait, si vous les avez achetées, c'est qu'elles ont de la valeur à vos yeux, et c'est tout ce qui compte. Et même en vrai, si rien n'a d'importance, même pour les autres Rick, les Rick les plus mesquins et cyniques du multivers, ils ont quand même séparé ce multivers en deux pour s'assurer d'être la personne la plus brillante dans chaque univers accessible. C'était important pour eux de scinder le multivers en deux. C'était important pour eux d'être la personne la plus brillante. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de maintenir que rien n'a d'importance? Tout simplement parce que l'infinité de possibilités, ce n'est ni une absence d'importance, ni une absence de conséquences. En fait, c'est tout le contraire. Malgré lui, Rick prouvera toujours avec ses discours que chaque chose a son importance. Tout le monde a une petite histoire à raconter. Et même si elles sont minimes, ces histoires auront des conséquences sur le long terme. Conséquences plus ou moins grandes, positives, négatives. Et ça, Rick le sait, il le comprend, mais il ne l'embrasse pas forcément. Pickle Rick.
Je déteste ma vie. Bon, vraiment, encore une fois, on va mesurer nos mots parce que si vous avez rejoint le fandom de Rick et Morty, encore une fois, passé, disons, la saison 3, vous comprenez pas à quel point ce cornichon a pu démolir cette communauté. On peut même le dire, si Rick et Morty est une excellente série, la communauté, surtout l'image qu'elle a, est très négative. Et, à mon sens, tout part de Pickle Rick. Un Pickle Rick! Donc, dans l'épisode 3 de la saison 3, Rick, du haut de son génie, réussit à se transformer en un cornichon doté de paroles. Et là, si vous êtes la seule personne dans votre entourage qui est fan de Rick et Morty, ce genre d'interaction ne vous est clairement pas étrangère. Donc après, Rick, il va se transformer en cornichon, il va devenir Pickle Rick. Pourquoi? Parce qu'il peut le faire. D'accord, mais pourquoi un cornichon? Pourquoi pas un cornichon? Je sais pas, il pourrait essayer de se transformer en autre chose, genre un animal, un dieu galactique, un dragon, probablement. Et il a choisi le cornichon. Oui, et c'est censé être un génie? Exactement, preuve étant, toi t'es pas un génie, tu peux pas te transformer en cornichon. D'accord, mais j'ai absolument aucune envie d'être un cornichon. Tant mieux. Parce que tu peux pas, je crois que je vais vivre avec. Tu vois, un vrai génie, c'est mon idole. Mais le cornichon, je comprends pas, il fait quoi? Il a des super pouvoirs de cornichon, il est invincible? Non, c'est un cornichon. Alors ce qui rend Rick Sanchez génial, c'est le fait qu'il est capable de se transformer en cornichon, malgré le fait que c'est clairement un désavantage, et puis quand il pense en dehors de l'œuvre, ça sonne juste comme une torture affreuse. Yep, il a voulu le faire, alors il l'a fait. Je comprends absolument rien. Ok, d'accord, je vais te l'accorder, c'est peut-être pas le meilleur épisode avec lequel commencer la série. C'est ça le gag, c'est juste ça le gag. Rick est assez brillant pour se transformer en cornichon, alors il l'a fait. Ça lui donne aucun super pouvoir, ça lui donne aucune capacité, il y a pas vraiment de but ultime qui va changer sa vie. Rick pouvait se transformer en cornichon, alors il l'a fait. Et croyez-le ou non, ce gag, il renferme une des plus grosses autodérisions de la série. Remise en contexte, il y a eu un énorme gap de production entre les saisons 2 et 3 de Rick et Morty. Mais c'était un gap de production où la série a grandi parce qu'on en parlait de plus en plus sur Internet. Le problème là-dedans, c'est que les fans, ils ont commencé à idolâtrer Rick, mais de façon non ironique. Là où, c'est montré clairement et dit textuellement dans la série que c'est juste un être humain brisé et pathétique. Mais si les Rick détestent le gouvernement, pourquoi ils détestent grand-père? Parce que les Rick se détestent encore plus eux-mêmes, et notre Rick est le plus... lui-même. Pickle Rick est là pour remettre les pendules à l'heure. C'est pour ça qu'on commence l'épisode simplement avec le dialogue le plus Rick de l'histoire de Rick. Ce qui pourrait pousser les gens à faire ça, mais ils peuvent pas, ce serait qu'ils puissent le faire. Seulement le souci, c'est qu'ils peuvent pas. Pourquoi est-ce que Rick fait quelque chose simplement parce qu'il en est capable et que les autres ne sont pas capables de le faire? Et le tout avec un regard totalement absent sur les potentielles conséquences. Un bon exemple, quand vous aviez 12 ans, pourquoi est-ce que vous avez jamais mis une grosse patate à la grosse brute de l'école? Parce que vous aviez peur des conséquences. Mais vous auriez pu le faire, c'était possible, il y avait aucune loi physique qui vous empêchait de le faire. Mais juste parce que vous pouviez faire quelque chose, ça veut pas dire que vous deviez le faire. Ou même que vous devriez le faire. Ici, remodeler son ADN pour devenir un cornichon, Rick en est capable. Mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée ou même sage de le faire. Surtout, je veux dire, oui, c'est une prouesse scientifique, mais ça reste un cornichon. Je veux dire, s'il est capable de faire ça, imagine ce qu'il est capable de faire quand il décide de faire quelque chose qui est vraiment utile. Pas pour Rick. Il peut faire quelque chose, alors il va faire quelque chose. Et ça vient un petit peu trahir comment le personnage est écrit et comment cette écriture, elle est pas forcément bien comprise. On est vraiment dans le même genre d'épisode que L'ennemi d'Homer, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo analyse du mal sur Frank Grimes. Là où c'est directement les scénaristes qui s'adressent aux spectateurs et qui dit mon personnage peut faire n'importe quoi et il y a toujours des cons pour acclamer. Homer Simpson et Rick Sanchez sont très similaires dans cette optique. Ils pourraient littéralement chier dans une assiette, on les acclamerait quand même parce que c'est leur caca à eux. Et autant certaines personnes comprennent mal le fait qu'il y ait une absence de conséquences alors que Rick a clairement une pensée erronée ici, autant quand c'est vraiment une absence de conséquences et que c'est montré que c'est négatif comme avec Pickle Rick, là, les gens acclament. Rick peut faire n'importe quoi et peu importe les conséquences, on a toujours un status quo qui revient. En ce sens, lui et Homer Simpson sont
très similaires. Et c'est possible d'idolâtrer Rick, mais ça montre clairement pourquoi on l'idolâtre pour les mauvaises raisons. Déjà de base, oui, il est capable de construire un mech suit à la Iron Man avec des parties de cafards et de rats. C'est impressionnant, je suis d'accord. Tout comme tuer une trentaine d'agents entraînés dans sa forme de cornichon. Ça, c'est en surface parce que en profondeur, ça montre à quel point Rick est un maniaque homicidaire et surtout, vous vous rappelez de pourquoi il s'est transformé en un cornichon? Un rendez-vous que l'on a pris il y a une semaine et pour lequel l'ensemble de la famille avait donné son accord, y compris toi, je te rappelle. Ah mince, oui, le rendez-vous. Oh, j'ai complètement zappé. Rick, t'as pas fait tout ce cirque pour esquiver la thérapie familiale? Non. Oui, Rick a décidé de se transformer en légume, de se charcuter au niveau atomique pour éviter d'aller à une séance de thérapie familiale. Séance de thérapie familiale qui, honnêtement, c'est celui qui en avait le plus besoin. C'est ça que Pickle Rick vient mettre en valeur. Il met les pires côtés du personnage sur le devant de la scène. Il montre qu'il a beau avoir des compétences, c'est un être humain pathétique et demande au public. Sérieusement, est-ce que c'est ça votre héros? C'est lui votre modèle? Vraiment? Je veux dire, à quel point il faut être pathétique pour se transformer en cornichon seulement pour éviter de parler de ses sentiments avec sa fille qu'on a abandonnée il y a 20 ans? Ouais, ça, c'est vraiment un bel extrait que vous allez pouvoir reprendre hors contexte. Surtout que ça a des conséquences, comme par exemple sur des gens comme Beth qui, de son point de vue, Rick, c'est un père absent qui est revenu dans sa vie après 20 ans parce qu'il avait besoin d'un endroit où vivre. Et même pour Beth, il n'est pas prêt à faire un effort et ça a des répercussions dessus. On voit le mauvais côté de Rick se développer en Beth. Son indisponibilité émotionnelle, sa colère et surtout son opposition à entendre quelque chose qui ne lui fait pas plaisir. Je ne pense pas qu'elle s'inscrive dans un cadre d'émotion ou de vulnérabilité. Je crois plutôt qu'elle s'inscrit dans un sentiment de punition. Il est aussi possible que cette dynamique ait érodé votre mariage et qu'elle ait impacté vos enfants, ces derniers ayant tendance à mal gérer leurs émotions. Allez vous faire Maman! Vous aussi, allez vous faire Rick, quant à lui, il va être confronté à ses démons sous la forme de la psychologue de l'épisode, qui va vraiment méchamment lui remettre les pendules à l'heure. Montrant que l'intelligence de Rick, c'est avant tout un outil. Et un outil, ça s'utilise de la bonne façon et de la mauvaise façon. Par exemple, c'est son intelligence qui lui a permis la prouesse de se transformer en cornichon, qui est vraiment une avancée scientifique incroyable, et je dis ça sans aucun sarcasme, mais c'est aussi son intelligence qui a blessé Beth, qui lui a fait comprendre qu'il n'allait pas venir en thérapie. Thérapie dont elle a vraiment besoin, parce qu'il l'a abandonné. Et aussi parce que depuis qu'il est revenu, Rick fait juste foutre la merde. C'est plus tard dans la voiture que Rick, il va accepter la responsabilité de ses actions et grandir émotionnellement parlant. Beth va suivre son exemple et, encore une fois, ça va se faire au détriment des enfants. Je suis désolé de t'avoir menti pour esquiver le truc. Je devrais pas te mentir. Oh, c'est rien. Mais j'espère que tu sais que ce n'était pas là le sujet de cette thérapie. Non, je le sais très bien, ouais. Je sais que Morty pisse en classe et que Summer sniffe de la colle ou je sais pas quoi. Elle sniffe du vernis et en plus, on en a même pas parlé. Est-ce qu'on retournera la voir? C'est ça, Pickle Rick, c'est tout ce qu'il y a de négatif dans le personnage. Je ne pense pas qu'il y ait un épisode où Rick a été démontré comme étant plus toxique que dans celui-ci. Ici, on pointe du doigt les fans qui ne comprennent pas qu'on ne devrait pas s'identifier à Rick, qu'on ne devrait pas l'idolâtrer pour ce qu'il est. Et l'ironie là-dedans, c'est qu'il y a des fans qui ressortent des I'm Pickle Rick sans se rendre compte que ce gag, il est fait pour se moquer d'eux. Et ça a des dérives qui sont honnêtement très dérangeantes. What's up? I'm Pickle Rick! What beloved doctor? I'm Pickle Rick! Rick! I'm Pickle Rick! Je déteste cette planète. Et Rick aussi déteste cette planète. C'est pour ça qu'il l'a jamais ménagée. Toxic Rick. Rick est un personnage toxique, littéralement. Et dans un épisode, c'est cette toxicité qui va venir prendre forme, mais genre physiquement. Dans la saison 3, Rick et Morty sont confrontés à une aventure extrêmement dangereuse et réalisent qu'ils ont besoin d'une pause. Et ça, c'est mon état mental quand je réussis à terminer une vidéo, la miniature, la description, à faire clearer les copyrights quelques heures avant sa sortie. Tu peux plus faire ça, moi! C'était un truc de malade mental, on a failli crever. Alors t'es de mon avis? Mais carrément, c'était du délire, c'était que de la chance, je maîtrisais pas la situation à un point, t'imagines même pas. C'est une vie un petit peu stressante.
Rick et Morty vont donc aller faire une thérapie corporelle qui enlève la toxicité de leur corps. Seul problème étant, ça fait aussi prendre forme à cette toxicité et les envoie en enfer. T'es vraiment trop con, Morty! T'es un crétin! Ça n'existe pas, l'enfer! Je te crois. Désolé, c'est pas l'enfer, mais la différence est minime. Et par reverse engineering, la série réussit à démontrer c'est quoi la toxicité et surtout comment Rick l'aperçoit. En le faisant, on classe cette toxicité en 2 catégories. La toxicité de Rick envers les gens autour et la toxicité de Rick envers lui-même. La deuxième étant combien plus dérangeante. Déjà, de base, Toxic Rick, on voit qu'il a tendance à rabaisser absolument tout le monde autour de lui. Quelque chose que Rick démontre de façon quotidienne. Un peu d'amour pour ce pauvre Jerry en commentaire. Écoute, saleté de déchet humain, que tu sers à rien! Mais aussi, on voit pourquoi c'est comme ça, c'est par insécurité profonde. Et Rick a besoin d'être le plus fort, le plus grand, le plus intelligent, le plus tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être en contrôle. Tu mourras quand je t'en donnerai la permission. J'ai le contrôle total sur toi. J'ai le contrôle de tout l'univers. Et on en connaît tous des gens comme ça qui passent leur temps à rabaisser leur entourage juste pour se sentir mieux. Et c'est ici que, moi, personnellement, j'ai tendance à dessiner la ligne entre bonne personne et mauvaise personne. Bonjour, je suis une bonne personne. Bonjour, je suis une mauvaise personne. Enchanté. Le jour de mes 10 ans, mon père a pris un verre de trop et il a dit que j'étais une des plus grosses erreurs qu'il n'a jamais commises et que j'avais ruiné sa vie. Oh mon Dieu, j'en suis désolé. J'espère que vous avez travaillé sur vous-même et que vous avez réussi à surmonter cette dure épreuve. Merci beaucoup. Moi, quand j'avais 6 ans, ma mère est morte et mon père est ensuite plongé dans une énorme dépression et il a fini par m'abandonner dans la forêt. J'ai été élevé par des loups pendant 10 bonnes années. Oh, alors vous imaginez pas à quel point je suis content d'entendre ça. Oh, vous êtes content de mes traumas, mais c'est pas correct. Exactement, c'est pas correct. Mais le fait que vous vous sentiez misérable fait que moi, je me sens un petit peu mieux par rapport à mon existence pathétique. Vraiment? Ça fonctionne? Non, pas du tout. J'ai constamment envie de pleurer. Mais le fait étant que ça me permet de normaliser la situation et m'empêcher d'affronter mes démons, me réfugiant dans un bon grand déni confortable. Et par hasard, rappelez-vous constamment votre supériorité à vos proches. Constamment, oui. L'autre jour, ma petite sœur m'a fait un dessin. Je l'ai allumé, je l'ai laissé brûler, j'ai pissé sur les cendres et je lui ai dit que c'était la pire carte de Noël qu'un petit enfant avec la leucémie m'avait jamais faite. Oh, et vous vous sentez mieux, j'imagine. Par comparaison, oui, définitivement. D'ailleurs, vous me rappelez, il va falloir que je lui écrive pour lui dire qu'à son âge, moi, j'avais des collants licornes sur mes dictées. Elle a juste des petites étoiles. Je ne veux absolument rien avoir à faire avec vous. Personne ne veut rien avoir à faire avec moi. C'est pour ça que j'ai gaslighté mon entourage à penser que je suis indispensable et surtout qu'ils sont pathétiques si je décide de les couper de ma vie. C'est pas si compliqué à voir. Alors pourquoi est-ce que s'affranchir de ce genre de relation et de fréquentation, c'est si compliqué? D'un, parce que c'est pas tout le monde qui le voit et le perçoit au même niveau. Et de deux, parce que ces comportements, en général, ils viendront des personnes qu'on aime. C'est ça, la toxicité, c'est avoir quelqu'un de mauvais pour nous dans notre entourage immédiat. Et plus souvent qu'autrement, ça traduit une situation de détresse. Ici, ce que Rick représente, c'est une personne qui est incapable de demander de l'aide, qui est en situation de détresse intense, mais qui ne peut l'accepter. Et éventuellement, si une personne que vous tentez d'aider se comporte comme Rick et vous rabaisse et vous tire vers le bas avec elle, c'est peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne pour l'aider. Peut-être que ce n'est pas votre rôle. Surtout dans le cas de Rick qui a besoin de prouver sa grandeur et à quel point il est impressionnant, alors que Rick a rien à prouver. Et Rick a jamais rien eu à prouver. C'est un génie, il est capable de construire des technologies incroyables chaque jour, de concevoir des machines que l'humanité n'est même pas capable de comprendre. C'est quelqu'un qui est incapable d'apprécier sa propre valeur et qui le fait payer à tout le monde. Ce qui amène à notre deuxième point, la toxicité de Rick envers lui-même. Qu'est-ce que Rick considère comme toxique? Qu'est-ce qu'il considère que dans sa vie, ça lui apporte le mal? C'est des trucs relativement positifs. Déjà de base, si Rick est très arrogant comme personne, cette arrogance et surtout cette fierté, lui-même la considère comme malsaine. Sinon, Toxic Rick, il ne la démontrerait pas aussi fièrement.
Quand la toxicité quitte son corps, Rick devient beaucoup plus humble. Il est capable de s'excuser à quelqu'un à qui il a mal parlé et il demande ce dont il a besoin au lieu d'imposer ses choix. Et ce manque d'estime personnelle, ironiquement, ça se traduit par une survalorisation de ses capacités. C'est bien d'être fier de soi, surtout dans le cas de Rick où on a vraiment des raisons de l'être. Mais le fait étant qu'il est tellement centré sur son autodestruction qu'il voit le fait de s'apprécier, il voit le fait d'être fier de son travail comme une faiblesse. On a ensuite le twist final de l'épisode, ce que Rick considère vraiment comme toxique, son amour envers Morty. Cette balle est enrichie d'un virus nanobotique crypté qui désintégrera ton Morty d'ici environ 20 minutes. Je m'en branle de Morty. Je sais que tu t'en branles pas du con, parce que je sais que moi si. Je l'ai dit et je vais me répéter, mais c'est 137 et pour autant qu'on le sache, le seul Rick qui tient vraiment à son Morty. Et ça, même lui sait que c'est une faiblesse. Principalement parce qu'il sait que ça donne une façon à ses ennemis de l'atteindre, comme par exemple la Fédération Galactique, la Citadelle d'Eric, ou peu importe qui il a énervé après avoir été un criminel pendant 20 ans. Et surtout, ce twist final, il est montré directement au début de l'épisode. Les seuls moments où Toxic Rick ne va pas rabaisser Toxic Morty, c'est quand Toxic Morty est en danger immédiat. Morty! Rick! Morty! Et honnêtement, dans le contexte de la série, c'est assez compréhensible. Rick, il était attaché à Beth et Diane. C'était un homme de famille qui aimait sa fille et sa femme. Plus que tout, il les a perdus. Et maintenant qu'il réapprend à aimer un membre de sa famille, il sait que ça peut le blesser. C'est l'équation que Rick suit tout au long de la série. Attachement égale dégâts potentiels. C'est ni la première ni la dernière fois qu'on parle de ce concept dans Rick et Morty. Et un exemple parfait, se passe sur les toilettes. Le roi de la merde. L'épisode des toilettes, c'est vraiment le pinacle de Rick et Morty, l'apogée de sa narrative avec du développement de personnages complexes, des philosophies profondes, de la remise en question et du storytelling qui est tellement beau que je pourrais en pleurer. Et on fait ça avec du caca. Dans cet épisode, on apprend que Rick, il a créé une planète entière avec une toilette simplement pour aller chier en paix. Et ça se respecte, c'est mon rêve aussi, honnêtement. Et quand il arrive dans sa salle de bain, c'est une des rares fois où on le voit vraiment apaisé. Et c'est pas qu'une question de toilette, c'est une question d'être seul, d'être en sécurité. Une grosse allégorie pour dire qu'il ne veut jamais être proche de personne, ne veut jamais qu'on entre dans sa vie, jusqu'à ce qu'il réalise que quelqu'un s'est servi de ses toilettes. Rick va donc analyser les excréments pour savoir ce que la personne a mangé, retracer la nourriture jusqu'à la personne qui le lui a vendu et traquer le détracteur jusqu'à son travail. Où est-ce que vous voulez crever? Suzanne, la salle de réunion numéro 3 est libre. Le tout pour le tuer. Il allait tuer Tony. Pour des toilettes. Encore une fois, montrant à quel point Rick est prêt à aller haut dans les extrêmes simplement pour empêcher quelqu'un d'entrer dans sa vie. Jusqu'à ce que la personne en question, Tony, fasse la révélation que sa femme est morte. Il va aussi lui dire que d'utiliser ses toilettes, c'était un plaisir. Et on comprend que les deux personnages sont dans la même situation. Ils ont été blessés et ne trouvent le confort que dans une situation où ils sont à l'aise d'être vulnérables. Parce que soyons honnêtes, on va aller demander à Tywin Lannister si t'es vulnérable quand t'es aux toilettes. Ils y sont vulnérables, mais ils y sont aussi en sécurité. En sécurité, là où personne ne peut les approcher. Là où est-ce qu'ils peuvent être confortables dans leur vulnérabilité. Et pour la première fois depuis longtemps, avec Tony, Rick se voit en quelqu'un d'autre. Avant d'agir comme Rick. Rick va ouvrir une porte du multivers et aller chercher un double de Tony, là où il sera révélé que ce double, il a encore sa femme, mais qu'il a quand même utilisé les toilettes. Le point ici étant femme morte, femme en vie, Tony, il aurait volé littéralement le trône de Rick de toute façon. Alors pourquoi est-ce que Rick le laisse quand même en vie après avoir fait des salutations très respectueuses? Encore une fois, c'est son incapacité émotionnelle. Rick a senti un étranger s'approcher de lui et il n'a pas pu s'empêcher de s'énerver, de lui prouver qu'il avait tort et d'utiliser la colère comme défense contre cette compréhension qui se dessine devant lui. Mais les faits sont là, Rick n'a pas pu tuer l'usurpateur. Et là, j'aimerais proposer deux analyses par rapport au pourquoi du comment. La première, c'est l'explication la plus claire, ce qui est mis sur la table. Rick s'est vu en Tony, mais surtout, il a vu à quel point Tony était en paix de manière générale.
Ça a allumé une lueur d'empathie dans son cœur, mais surtout, ça lui a donné espoir. Ils sont des images miroirs, et toute bonne image miroir en fiction est une réflexion corrompue d'un des deux partis, ou du moins une réflexion divergente. Tony est 100% ce que Rick pourrait devenir, et à un certain point, ce qu'il aimerait devenir. Il a vécu un deuil, il a vécu des traumatismes, mais il a su en guérir et vivre une vie saine. Tony a fait ce que Rick n'a pas fait depuis longtemps, il a évolué. Ça lui a laissé des cicatrices, bien entendu, mais ça a prouvé à Rick que ses blessures, justement, elles cicatrisent, qu'il est possible d'aller mieux, et c'est pour ça que Rick a laissé Tony en vie. Ça où mon interprétation et ma théorie préférée, Rick a laissé Tony en vie parce qu'il sait à quel point ça fait mal de perdre sa femme, de voir quelqu'un qu'on aime mourir, et il sait que ce sort, c'est bien pire que la mort. Rick se déteste, alors forcément s'il se voit en Tony, il pense que Tony se déteste aussi et que de vivre, ça fait mal. Jusqu'à ce que Tony revienne utiliser les toilettes, que Rick vienne l'écraser avec un mech suit organique et qu'il réalise que Tony tient à la vie. Et Tony donnera un bon conseil à Rick, une belle dépiction de son état mental. Ce même monde qui m'a pris ma femme a également pris quelque chose de vous. Nous pouvons choisir de lutter toute notre vie, ou bien choisir d'être libre. Choisir d'être libre. Ces toilettes sont une prison. Une prison où les barreaux sont faits de leur incapacité émotionnelle. Oui, sur ces toilettes, Rick est seul. Oui, il est confortable. Oui, il est en paix, mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre d'être heureux. Parce que soyons honnêtes, si tu as un endroit dans tout le multivers où tu te sens bien, un seul endroit, t'as beau y retourner, tu vas devoir en sortir éventuellement. Et ça, c'est pas la liberté, c'est le confort, et c'est un confort qui est très artificiel. Rick va encore une fois s'énerver et s'en prendre à Tony, jusqu'à ce qu'on réalise que Rick l'a mis dans une simulation de bonheur avant de le libérer pour lui donner une leçon. Et regardez tous les gens qu'il y a autour. Probablement que des gens qui en savaient trop sur Rick, qui étaient trop proches de lui, et qu'il a dû éliminer de l'équation. Mais il n'en a tué aucun. En fait, il les a plongés dans une mixture qui leur donne ce qu'ils ont toujours voulu. Rick revient donc à la charge. Il apporte un cadeau un petit peu empoisonné à Tony qui va lui donner une envie de déféquer et il va lui dire qu'il lui laisse les toilettes. C'est bien sûr un piège que Rick a construit, mais il apprendra que Tony est mort. Et en réalisant sa mort, même s'il était là pour le punir, pour s'en prendre à lui, Rick réalise à quel point il avait besoin d'un ami. Rick retourne sur les toilettes piégées qu'il allait léguer à Tony, il s'assoit dessus et déclenche le piège. Et on pense que ces deux canons qui sortent, ce sont des lasers qui vont le pulvériser. On pense qu'il va en mourir. Mais c'est pas ce qui se passe. Le pire cauchemar de quelqu'un comme Tony prend vie, là où un public se moque et l'insulte devant sa vulnérabilité. Rick savait ce qui allait se passer, mais il s'est quand même assis sur les toilettes. Il est tombé volontairement dans son propre piège et il a su extérioriser ce que il a toujours su. Le voilà enfin, ouais c'est bien lui. Félicitations Tony, fais-toi plaisir avec ces chiottes à la con que tu peux utiliser à ta guise, tout en réalisant à quel point t'es seul et à quel point ta vie est un immense gâchis. En fait t'es le roi de la mer, qui agit sur son trône de solitude. Gloire à sa majesté Tony, le déchet le plus minable des plus minables qui puisse exister dans tout le cosmos. Rick est brisé, malheureux, pathétique. Il le sait, et ce savoir, c'est justement la source du problème. La lucidité d'un génie. On parlait de Pickle Rick tout à l'heure, mais un autre point où le fandom a vraiment merdé, c'est quand il a commencé à avoir cette trend de dire que pour comprendre Rick et Morty, il fallait un QI supérieur. Parlons-en, parce que d'un point de vue, c'est vrai, si tu as un niveau de compréhension supérieur à la moyenne, c'est beaucoup plus facile pour toi de comprendre le sous-texte d'une œuvre. Mais de un, en aucun cas, ça ne veut dire qu'il est impossible d'apprécier la série sans l'analyser en détail et comprendre absolument tout le second degré. Rick et Morty reste une comédie. Et de deux, normalement, c'est le cas de toutes les œuvres. Pas forcément au même niveau, mais c'est le cas. Sur papier, c'est vrai, plus on est brillant, plus c'est facile de comprendre ce qui nous est mis devant. Mais le fait étant que, c'est pas tout le monde qui aime y réfléchir. Et surtout, c'est pas tout le monde qui aime suranalyser. Moi, j'aime expliquer la fiction. C'est pour ça que mon cul est dans ce fauteuil. Vous aimez qu'on vous explique la fiction. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Et surtout, vous aimez débattre. C'est pour ça que vous allez le faire dans les commentaires et sur le Discord. Encore une fois, lien en description. Là où c'est devenu problématique, c'est que dans Rick et Morty, si tu comprends
comprenait pas tout, une partie élitiste et condescendante du fandom disait que t'étais vachement moins brillant et que t'avais juste pas le droit d'apprécier. Ne comprenant pas donc que d'agir comme Rick, c'est explicitement ce que la série te dit de ne pas faire. Alors dis-moi, c'est qui le vrai idiot maintenant? Mais ça va venir ouvrir un débat posé par un des meilleurs antagonistes de la série. Est-ce que les gens plus brillants sont plus malheureux? L'épisode du trou, un des meilleurs de la série au total. Pensez ce que vous voulez de la saison 7 en général, mais rien que d'y penser, j'ai des frissons. Ici, on retrouve nos protagonistes dans les toilettes. Non, pas encore, là. C'est autre chose, c'est d'autres toilettes. Là où un trou béant se présente à eux, la personne dans le trou va vivre ses pires cauchemars. Ils sautent alors dans le trou, affrontent leur peur, rentrent à la maison et... Diane arrive. Ça prend pas un génie pour comprendre que Diane est pas vraiment revenue. En fait, c'est assez clair qu'ils sont encore dans le trou. Même Rick et Morty ne s'en cachent pas. Aucun doute, on est toujours dans le trou. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. On n'est jamais sorti du trou, sauf que le trou nous a fait croire qu'on est sorti du trou. Pour mieux nous dévorer de l'intérieur. Parce que tu peux pas vraiment avoir peur de quoi que ce soit si t'as conscience que t'es toujours dans le trou. Rick, il va quand même continuer de fréquenter sa femme. Il va lui parler, sortir avec, il va s'amuser avec. Et ça va avoir comme effet de lui siphonner sa force vitale. Il va en mourir à petit feu. Mais pour une fois, Rick semble heureux. Pourquoi? Parce que c'est ça la vraie peur de Rick. Rick, il a peur du bonheur. Ou comme le maître du trou le dit si bien... Quoi? Il a peur de l'amour? Tout le monde a peur de l'amour, petit con. On apprend ça dans sa vingtaine. Il n'y a que quelques rares et très puissants êtres qui sont... effrayé par le bonheur. C'est débile. Tu es débile, c'est pour ça que tu n'as pas peur d'être heureux. Plus on est intelligent, plus on se méfie. Le bonheur est un piège cruel. Il ne peut pas durer pour toujours. Même si tu rencontres l'amour de ta vie, il y aura forcément une fin un jour. C'est inévitable. Que ce soit dû à une longue et douloureuse maladie ou à une chute brutale sur un sentier de randonnée, que ce soit à cause de la corrosion de vos deux personnalités qui évoluent jusqu'à ne plus être compatibles, ou encore un inconnu dans un bar qui susurre exactement les bons mots pour charmer cette personne pile le bonsoir. En conclusion, le bonheur a toujours une fin. Le meilleur scénario, si on y réfléchit bien, ce serait de mourir pile quand ça s'arrête. Ça prend un véritable génie pour être terrifié à l'idée d'être heureux. Pourquoi? Parce que le bonheur a toujours une fin. C'est loin d'être la première fois que la série évoque cette possibilité, comme quoi les personnes à haut potentiel sont plus malheureuses. Dans l'épisode 7 de la saison 6, Morty va confronter un scénariste et lui donne un petit cours sur la créativité, le talent et la santé mentale. Là où il dit que les problèmes de dépression et de morale sont très souvent reliés au potentiel des gens. La créativité a clairement un lien avec la santé mentale. Les deux choses sont imbriquées. Ne pas avoir de talent est une chance et aussi un don. Mais la création ne passe pas que par les gadgets, la technologie ou le marketing. Beaucoup de gens talentueux se et tous ont l'âme torturée. Vous êtes seulement fiers du succès de votre création parce que vous voulez être créatif. Ici, c'est littéralement un aveu des scénaristes. Justin Roiland, qui déjà au moment de la saison 6, il faisait plus grand chose scénaristiquement parlant, c'est clairement Dan Harmon qui était la dernière figure de proue. On va mettre les choses au clair tout de suite. Scénaristiquement parlant, Dan Harmon est un génie. C'est quand même la personne qui nous a donné Community. Mais Harmon, il a aussi écrit un épisode où son personnage s'adresse directement à un alien qui lui ressemble physiquement par rapport à sa créativité et sa santé mentale. Là où c'est Joseph Campbell qui le rassure sur son manque de compétences en écriture pendant qu'il fait littéralement tourner son histoire en rond. Joseph Campbell, si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que j'en parle beaucoup. C'est lui qui est à l'origine de la théorie du monomythe ou du voyage du héros, le schéma narratif que suit un protagoniste. Sachez-le, Dan Harmon, le voyage du héros, il pense que c'est une véritable pépite de storytelling et il a déclaré plusieurs fois qu'il le voyait instinctivement dans sa tête quand il écrit. Et le voyage du héros, c'est un cercle. Et quand on abuse du cercle, l'histoire tourne en rond. Exactement comme notre personnage fait dans cet épisode. On prend ces informations, on les met en relation avec le fait que Dan Harmon, publiquement, il a eu un gros historique avec des problèmes de santé mentale et de dépression. Et là, l'épisode prend tout son sens, la série prend tout son sens et, encore plus important, Rick prend tout son sens. Est-ce que je suis partisan du fait que plus on est brillant, plus on a tendance à être malheureux? Peut-être. Sur papier, plus on est brillant, plus c'est facile de comprendre le monde qui nous entoure. Donc, plus c'est facile de comprendre, oui, ce qui est bien, mais surtout, ce qui n'est pas bien. Mais il manque une étape, à mon sens, dans cette équation. La lucidité, le fait de voir le monde
comme il est. L'intelligence, le talent, la créativité, ça vient ouvrir les portes sur la lucidité. La lucidité qui t'aide à comprendre le bon et le mauvais. Mettez-vous à la place d'un enfant qui est en train de grandir, qui est en train d'acquérir cette lucidité et qui comprend pas parce qu'on lui a dit, mais par simple déduction logique que le Père Noël n'existe pas. Et si toi, derrière ton écran, t'as 4 ans et que je t'ai spoilé, bah déjà, je suis désolé de t'apporter de mauvaises nouvelles. Et de deux, tes parents sont cool quand même. Mais c'est une vidéo sur Rick et Morty. Peut-être qu'il devrait un petit peu plus surveiller ce que tu regardes sur Internet. Mais cet enfant, il est lucide et moi, je me rappelle à quel point je l'ai mal pris quand j'ai fini par comprendre. Bref, plus on comprend le monde qui nous entoure, plus c'est facile de voir les imperfections. Et si on couple ça aux tendances cyniques de certaines personnes comme Rick, qui font abstraction du positif et qui se concentrent sur le négatif, oui, d'une certaine façon, on peut dire que l'intelligence mène à la lucidité et la lucidité mène à la tristesse. Pour ce qui est de la créativité et de la tristesse, j'ai fait école de cinéma et je me rappellerai toujours de ce que mon professeur de scénarisation m'a dit. Il nous avait montré comment écrire un scénario avec la situation initiale, les 2 plot points et surtout avec le climax. Et selon toute logique, ce qui se passe au milieu de ton histoire va venir par loi des contrastes s'opposer à la fin de ton histoire. Pourquoi? Parce que le contraste émotionnel, c'est comme ça que tu captives le spectateur. Et je sais pas si vous voyez la petite douille ici, mais selon cette logique, je viens de vous spoiler absolument toutes les œuvres de fiction. Parce que forcément, si les choses vont bien au milieu de l'histoire, c'est qu'elles vont aller mal à la fin de l'histoire et vice-versa. Bref, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on est au courant de cette gimmick d'écriture de la voir venir. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'être surpris. Et mon professeur nous a ensuite dit que c'était peut-être pour ça qu'on observait énormément de problèmes de santé mentale dans la partie créative de l'industrie, voire dans les métiers créatifs en général. Parce que les gens créatifs qui en font leur métier comprennent les gimmicks, ils comprennent comment certaines choses sont faites, comment certaines choses sont écrites, comment certaines choses fonctionnent. Et l'illusion de la fiction marche de moins en moins sur eux. Et si cette illusion marche moins, c'est que la surprise marche moins. Et vraiment, de la fiction sans surprise, ça devient répétitif, ça devient épuisant et ça devient déprimant. Par exemple, quand vous aviez 8 ans et que vous jouiez à un jeu vidéo, vous vous amusiez et maintenant, je sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi, quand je suis en train de jouer, j'ai une approche beaucoup plus logique. Dans le sens où quand j'entre dans une salle, je pense en termes de level design. Je me dis, s'il y a un piège, je le mettrai près de ce mur. S'il y a un ennemi, il est derrière cette colonne. Et sans dire que ça entache mon expérience de gameplay, c'est vrai que j'ai remarqué que je suis beaucoup plus difficile à surprendre. Et donc que la surprise, les plot twists, ça en devient beaucoup moins satisfaisant. Ça va pour les jeux vidéo, ça va pour la littérature, ça va pour les films, les séries, les comic books et ça va pour l'existence même. Et Rick en est un excellent exemple. Ce que Rick et Morty adoptent comme philosophie par rapport à ce pseudo-phénomène, c'est que Rick, il est tellement brillant qu'il voit l'univers pour ce qu'il est, qu'il voit l'existence pour ce qu'elle est. Et ça le déprime. Il sait pertinemment que le bonheur a une fin et surtout il sait pertinemment que cette fin va lui faire mal. Ô combien plus mal que ce que ce bonheur lui apportait. Bien entendu, je vous entends déjà, le discours du méchant de l'épisode, il était dirigé envers Morty. Rick n'était même pas dans le trou. La véritable peur de Morty, c'était que Rick ne reconnaisse jamais qu'il est irremplaçable. On peut penser donc que cette peur du bonheur, elle est erronée. Mais en fait, non. De un, le but du trou était d'atteindre Morty en utilisant Rick. Personne ne connaît Rick comme Morty le connaît. Si il y avait une faiblesse à avoir chez le vieil homme, c'est clair que c'est la faiblesse que le trou a exploitée. Deuxièmement, Rick, il est pas sauté dans le trou à la fin de l'épisode, probablement parce qu'il savait exactement ce qui s'y trouvait. Et troisièmement, encore une fois, on y revient, les possibilités sont infinies dans le multivers. Il doit bien y avoir au moins un univers où Diane et Beth ont survécu et où Rick Prime n'est jamais revenu pour finir le travail, mais aussi où ce Rick est mort. Il aurait pu usurper sa place, usurper son identité, comme il l'a fait maintes et maintes fois avec sa famille. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a perdu Diane et Beth une fois et maintenant il est incapable de repartir à zéro. Il est incapable de les laisser partir et surtout, il est incapable d'accepter le fait qu'il est possible d'être heureux. Rick, il voit simplement le bonheur comme un assortiment d'hormones et de produits chimiques dans le cerveau qui récompense les comportements favorables à la survie de l'humanité. Il dira lui-même que c'est ça l'amour. C'est quelque chose qui frappe fort pour être capable de pousser l'espèce à se reproduire
et après ça meurt lentement, te laissant dans un mariage qui a échoué misérable. La subtilité que Rick ne comprend pas, c'est que même si les choses sont éphémères, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en profiter. Si Rick arrive à la conclusion que le bonheur n'est qu'une illusion, c'est oui à cause de sa lucidité, mais aussi à cause de comment lui choisit d'aborder le monde, comment il le regarde et surtout comment il a appris à apprécier les choses de la vie. Il va se réfugier dans un cynisme là où la pensée pratique vient prendre la place du bonheur, de la joie, de l'espoir et de basiquement tout ce qu'il y a de positif. Être heureux, c'est contre-productif sur le long terme, alors autant travailler sur quelque chose de plus utile qui va te rapporter du concret. C'est à mon sens un puissant message que ce protagoniste nous offre. La plupart des méchants en fiction sont un contre-exemple qui se dresse devant le chemin du héros et de ses valeurs moralement fortes. Rick est l'opposé, un anti-héros capable du pire, et si on prenait la série du point de vue de quelqu'un d'autre, il pourrait 100% être un redoutable antagoniste principal. Cependant, ces gens qui idolâtrent Rick, non pas pour sa profondeur d'écriture, mais pour sa personnalité, ceux qui se voient en lui, gens dont je fait partie à un certain niveau, il faut comprendre quelque chose. Se voir en Rick est compliqué parce qu'il reflète souvent nos pires défauts. Il reflète nos parties les plus autodestructrices, mais le fait de façon constructive. Dans un monde où les icônes et les modèles représentent un idéal, Rick fait le contraire et ce protagoniste inhabituel prend le parti très complexe et très risqué, mais tout aussi pertinent, de présenter l'exemple à ne surtout pas suivre. Wow! Je pense que j'avais pas fait une vidéo aussi déprimante depuis la vidéo sur Lucifer dans Has Been Hotel. Rick, donc, pour son alignement, un regard totalement absent sur les conséquences, une philosophie à rien n'a d'importance, mais ne fait ni le mal par plaisir, ni le bien parce que c'est ce qui doit être fait. Je pense ne choquer personne en la voyant à chaotique neutre, mais au cas où, soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo, ou vous pouvez cliquer juste là pour une autre analyse du mal. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait parler toujours avec le hashtag analyse du mal, et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like, nous suivre sur Instagram, sur Discord et rejoindre notre Patreon au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.